Bonjour tout le monde. Merci d'être ici à la Place des Arts. Merci à ceux qui vont nous regarder à distance aussi. Alors, vous savez, un grand centre culturel comme la Place des Arts, c'est le lieu parfait pour une discussion comme celle d'aujourd'hui, parce qu'on va soulever une question qui peut être déstabilisante, même ici à Place des Arts. Les arts vivants à l'ère numérique, qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce qu'ils sont en train de vivre une mutation petite ou peut-être même une grande mutation? Alors, la mutation, elle peut prendre plusieurs formes. Il y a l'offre artistique qui change, elle est généreuse, mais elle se fragmente un peu. La façon dont nous, on est public aussi, change. On a de plus en plus de choix. Alors, nous aussi, on fragmente notre façon d'assister au spectacle, de consommer les arts. Et tout ça, bien sûr, a un impact. Alors, pour réfléchir à ça, on a vraiment un panel parfait. Sauf que pour l'instant, il y a une chaise vide. On espère avoir dans les prochaines minutes la visite de Brigitte Poupard, qui est comédienne, cinéaste et directrice artistique, qui a fait évidemment beaucoup de mise en scène et de conception de performances musicales d'envergure pour des gens comme Mister Valère, Betty Bonifaci, Samian, Lisa Leblanc, Louis-Jean Cormier. Elle a été nommée à la disque pour ses mises en scène de gala. Elle a tâté aussi des ajouts technologiques dans ses spectacles. Donc, on espère vraiment. Brigitte devrait se joindre à nous, mais je la présentais en premier comme pour envoyer un message dans l'univers. On a aussi au centre Pierre-Olivier Serre, qui est économiste de formation et qui est cofondateur d'une firme de consultation qui s'appelle Daigle Serre. Il a dirigé l'étude des publics des arts de la scène au Québec. C'est une étude qui est parue en 2021. C'est la plus importante et la plus récente à ce jour dans ce domaine-là. Et ils avaient sondé, je lui ai demandé tout à l'heure, je lisais partout des milliers de Québécois, écoutez, 6000 personnes. Alors, c'est une étude extrêmement solide. Sandra Rodriguez, qui est juste ici, qui est réalisatrice de documentaires interactifs. Elle est aussi chercheuse en technologie médiatique dans le domaine de la réalité virtuelle, de tout ce qu'on appelle les réalités augmentées, l'intelligence artificielle même. Elle est chargée de cours au très prestigieux MIT et elle enseigne là-bas un cours en production en réalité virtuelle et immersive. Elle a gagné de nombreux prix pour ses œuvres aussi, entre autres un prix Peabody pour Do Not Track, ça c'était en 2016, mais beaucoup plus récemment, un prix à Ars Electronica pour un projet qui s'appelait Manic. Et finalement, Juliane Richard, qui est au bout, qui est la directrice générale de Rideau, l'association professionnelle des diffuseurs de spectacles. Rideau, qui est un incontournable pour ce qui est de toute l'organisation, je dirais, et la promotion des arts dans leur côté, je dirais, circulatoire, parce que les arts doivent se promener et Rideau est là pour favoriser ça. Donc, on va se lancer. Et j'aime toujours briser la glace avec une question qui va les amener à prendre position de manière un petit peu plus personnelle. Qu'est-ce que c'est le dernier spectacle marquant auquel vous avez assisté tous les trois? Juliane Richard. On arrive de Rideau, donc on en a vu plusieurs qui étaient très beaux au mois de février. Je pense notamment à Avès de José Navas, qui est un solo de danse extrêmement touchant. Mais encore plus récemment, j'ai eu le bonheur de voir Pas perdu au TNM sur notre mémoire collective. Documentaire donc de Émile Procloutier et Anaïs Barbeau-Lavalette. Oui. Effectivement, une forme intéressante, très innovante aussi. Oui. Avec des vraies personnes sur scène pour raconter un documentaire. Tu sais, on est déjà dans l'innovation. Pierre-Olivier Serre? Le spectacle qui me vient en tête, c'est un spectacle tout récent, Les Jolies Choses de Catherine Godet. Il y a une exploration d'un langage quasiment avec le public et quasiment sportif. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Oui. Les Jolies Choses de Catherine Godet. Alors, pour moi, ça, c'est de l'inconnu. Et Sandra Rodriguez, je lui ai donné la permission d'aller justement dans des domaines encore plus flyés, là, de réalité virtuelle et autres. À quoi pensez-vous? En fait, des fois, quand on a carte blanche, on ne sait plus à quoi réfléchir. Mais au lieu de penser à quelque chose de récent, j'ai vraiment pensé à quelque chose de marquant.
Un de ces spectacles-là, vraiment du théâtre, l'Énéide d'Olivier Kemed. Ça faisait longtemps qu'au théâtre, j'avais pas vu une chaise jouer autant de rôles, se transformer en autant de choses et avec très, très, très peu de moyens, me déplacer dans des imaginaires impossibles. J'ai adoré ce feeling de rester concentré sur l'humain, vraiment sur l'humain et notre capacité d'imagination. Puis en parfait opposé, ce n'est pas un spectacle, mais j'étais à l'instant sur un panel avec Mireille Machard, qui est avec nous aussi dans la salle du Centre Phi. Ils ont produit une expérience qui s'appelle Composition avec le studio À Toi. On avait une table de bois, des cubes de bois, et on composait de la musique avec d'autres personnes autour de la table en déplaçant les cubes, en les empilant. On avait l'imagination d'enfants de 4 ans. Mais on quand arrivait à créer de la musique. On composait de la ensemble. musique, c'est qu'il y avait un outil interactif qui faisait qu'il y a des sons qui émanaient des objets? Justement, il y avait plusieurs petits éléments interactifs, de la projection, du son. Si on déplaçait des cubes de bois sur une table de bois, aussi simple que ça, on détectait nos mouvements, on détectait la position des cubes, leur association. L'utilisateur, il ne sait pas ça. Tout ce qu'il voit, c'est des cubes de bois qui se parlent et qui font de la musique ensemble. Oui. C'était fantastique. Intéressant. Vous êtes allés tous les trois dans des formes quand même qui apportent une certaine innovation. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va encore, surtout quand on va fréquenter les arts de la scène ou les arts vivants, ça peut devenir plus large, est-ce qu'on va surtout continuer d'avoir besoin de se faire raconter des histoires ou est-ce que, d'après vous, on va vouloir de plus en plus être partie prenante, participer à l'œuvre? Juliane Richard? Je pense que nous allons toujours avoir besoin de nous raconter des histoires et de nous retrouver en collectivité dans une expérience que nous allons tous partager. À cet égard-là, la pandémie a été quand même une grande démonstration de notre besoin de nous retrouver collectivement dans des lieux. Est-ce qu'on va systématiquement vouloir être partie prenante? Je serais tentée de dire pas nécessairement. J'ai l'impression que le public va choisir davantage. En fait, il y a plus de choix qu'il en avait. Il peut décider d'être dans un rôle plus actif, comme l'expérience dont vous témoignez, mais aussi aller simplement en silence quelque part ou dans une salle de musique et recevoir quelque chose. C'est aussi une façon de participer autrement. Donc, moi, je pense que les deux vont cohabiter, mais il m'étonnerait beaucoup qu'on veuille systématiquement toujours être partie prenante de la... Ouais. Pierre-Olivier Serre, si on pense à ce qu'on apprenait dans votre étude, il y a quand même, il faut le dire, là, un remplacement démographique qui va jouer dans les prochaines années. Alors, si je vous repose la question à vous, est-ce que vous auriez tendance à dire qu'avec ce changement générationnel-là, il y a quelque chose qui va changer? Peut-être. Il y aura certainement un effet au niveau générationnel. On bénéficie d'un groupe, d'une population, on va dire les baby-boomers, relativement homogène, qui constitue un groupe qui avait des habitudes au niveau de la consommation de spectacles et qui constitue encore le socle de la fréquentation du spectacle au Québec. Mais il y a déjà des transformations qui se sont opérées. On parle par exemple au niveau de la chanson. Au niveau de la chanson, on a eu un fractionnement des publics qui aspirent à d'autres types d'expériences. Et on voit par exemple la multiplication des lieux alternatifs, des petites salles, plus en formule cabaret, où on va à l'encontre des grandes salles qui avaient tendance peut-être à muséifier l'expérience du spectacle. Donc, moi, je m'attends à ce qu'il y ait une plus grande diversité. Puis ça, c'est pas forcément le progrès. Hein. Si on regarde le passé... ça existait déjà, là. Ce que vous décrivez, on pense... Les plus âgés pourraient penser aux boîtes à chansons que j'ai pas connues, mais dont j'ai tellement entendu parler, là, les fameuses boîtes à chansons québécoises. Mais Pierre-Olivier Serre, votre étude, en termes de remplacement démographique, il me semble qu'elle tendait à montrer, vous dites, on a ce public très important des baby-boomers, mais les jeunes sont là aussi. Oui. Ça, c'est un des constats qu'on a pu faire, c'est-à-dire que les jeunes, globalement, consomment beaucoup de sorties. Ils ne fréquentent pas forcément les mêmes lieux, les mêmes types d'expériences, mais ils sont là. Donc, dépendamment des salles où vous irez, des lieux où vous allez les trouver. Et donc, non, c'est plutôt des bonnes nouvelles. C'est plutôt des bonnes nouvelles pour certaines disciplines, peut-être un peu moins pour d'autres. Oui, on peut imaginer, dès qu'on va dans des formes plus classiques,
Oui. Ce changement démographique-là est moins heureux. C'est sûr que la moyenne d'âge, et quand on se balade à la place des Arts, on le voit bien, la moyenne d'âge par rapport à certaines disciplines est très élevée et le remplacement ne sera pas aisé. Mais est-ce qu'elle n'a pas toujours été, si on pense, là, on va appeler un chat, on parle de musique classique, d'opéra en ce moment, oui. Mais l'opéra a su quand même attirer un public plus jeune. Mais est-ce que c'est pas des disciplines où le public vient, vers lesquelles le public va en vieillissant? Ou ce phénomène-là est en train de diminuer? Oui, il ne faut pas prendre les choses comme une fatalité. On peut certainement changer, adapter les choses. Mais, par exemple, on peut parler aussi du théâtre. Le public du théâtre est relativement âgé. À ce niveau-là, ça sera quand même difficile de combler par des nouvelles générations ce public. Alors que, par exemple, en danse, on voit un public beaucoup plus jeune. C'est aussi une discipline classique, même si c'est plus vers les formes plus contemporaines que se tourne le public plus jeune, mais il est plus présent. Donc, c'est pas définitif. Il peut y avoir des évolutions, il peut y avoir des effets de style, il peut y avoir des effets de mode, mais c'est normal aussi que le Québec a adhéré pendant une certaine génération a adhéré massivement à certaines disciplines qui étaient disponibles à ce moment-là. Ben, le Québec a changé, et il se diversifie, les plus jeunes, donc on se tourne vers d'autres disciplines. Ça ne veut pas dire que globalement, les gens sortent moins et vont voir moins de spectacles. On y reviendra à ça, parce que c'est l'impression qu'on a, que les gens sont rivés devant Netflix et autres plateformes, mais c'est peut-être pas si vrai que ça. On va y revenir tout à l'heure. Pour l'instant, restons dans cette espèce de clivage démographique. Sandra Rodriguez, est-ce que ce serait un cliché de dire que quand on s'intéresse à la réalité virtuelle ou aux réalités augmentées, à des formes qui impliquent une technologie comme ça, on va automatiquement parler surtout à un public jeune? En fait, non. La personne qui peut-être aurait été mieux placée que moi-même pour en parler, non, elle vient de me faire signe de ne pas le dire, mais au contraire, je vais en mentionner. Le Centre Phi, l'été dernier, a présenté une expérience qui s'appelle l'Infini et qui a attiré plus de 70 000 personnes en 4 mois. On nous racontait tout à l'heure comme chiffre. C'est quand même incroyable comme type de public, et le public n'était pas jeune. Il y avait beaucoup de baby-boomers, il y avait un peu de tout. Donc, la réalité virtuelle a comme première approche le milieu du jeu vidéo, le milieu des gamers, mais on a pu voir par des études aussi sur la distribution de la réalité virtuelle que ce sont ceux qui achètent le plus souvent les casques, ce ne sont pas les plus grands consommateurs de contenu. Même, certains sont même rebutés par certains des contenus de jeux vidéo qu'ils retrouvent en réalité virtuelle. Ce qui fonctionne le mieux auprès du public en général, c'est des expériences où on raconte des histoires. Ça attire énormément de gens qui sont prêts à se déplacer à des lieux d'exposition, que ce soit à l'Arsenal ou au Centre Phi, ou à des espaces où ils peuvent expérimenter d'autres manières de raconter, d'autres manières de vivre des expériences aussi humaines. Ça reste, et ça reste plus fort que jamais. Ce qui fait peur avec la réalité virtuelle, c'est de se dire que tout le monde va devoir s'acheter un casque pour maintenant aller au théâtre. C'est pas nécessairement le cas. Mais ça permet aussi au théâtre de se réinventer, que d'avoir des expériences comme The Under, qui, pendant la pandémie, ont invité des gens chez eux qui avaient un casque à se rejoindre pour voir des classiques du théâtre et incarner des personnages. Donc, ça amène aussi les gens d'un milieu plus classique à faire le pont avec un public auquel ils ne parlent généralement pas. C'est intéressant, ça fait surgir toutes sortes de pistes dans mon esprit, parce que dans votre étude, Pierre-Olivier Serre, on parle d'un certain déficit en ce moment de la socialisation à la culture. On a un peu perdu de vue l'importance d'initier les jeunes. Vous pourriez le dire mieux que moi, mais c'est quelque chose que vous avez mesuré? Ben, on peut voir que peut-être les jeunes n'ont jamais fréquenté autant le théâtre ou d'autres expressions artistiques qu'aujourd'hui. Les sorties scolaires, les sorties familiales, les sorties entre amis, c'est quelque chose qui est mis de l'avant et qui a progressé. Et on peut penser qu'effectivement, cette socialisation jeune à la sortie et à la fréquentation va accroître à adulte la fréquentation. Donc, non, on n'est pas en retrait. Il y a peut-être une forme de stagnation depuis quelques années, mais par rapport à ce qu'il y avait il y a 20 ans ou 25 ans, là, non, on est en progrès. On est en progrès, c'est ça. Il y a peut-être eu un petit trou pendant une décennie ou deux, mais on reprend de la vigueur de ce côté-là. Juliane Richard, est-ce que vous gardez à Rideau
vos propres statistiques sur la fréquentation? Qui va voir quel spectacle? Non, on n'a pas ce genre de statistiques-là. En fait, ça serait quand même assez laborieux là, de pouvoir faire cet inventaire. Là. Il y a d'autres sources qui nous permettent d'avoir des statistiques. Malheureusement, c'est des chiffres qu'on a souvent un peu tard, d'où notre nécessité d'ailleurs de mieux documenter avec des études comme celle de Pierre-Olivier. Mais ce qu'on peut avoir et ce vers quoi on tend aussi, c'est quand même d'avoir des meilleurs moyens numériques pour avoir presque en temps réel des moyens de savoir donc combien de spectacles sont mis en vente, qui va les voir, avoir une meilleure connaissance en fait des publics. Et cet univers-là de données numériques est en train de s'échafauder tranquillement pas vite au Québec pour le bien de l'ensemble des joueurs. Là. D'accord. Je pense qu'on va accueillir Brigitte Poupard. On est très heureux. Bonsoir. Bonjour, Brigitte Poupard. Vous avez ici une artiste lavée, vidée, fatiguée. Qui arrive de répétition? Qui arrive de toutes. Parce qu'on fait tout maintenant comme artiste, hein? C'est-à-dire qu'on règle des problèmes de marketing, d'équipement. On produit, on répète, on écrit, on joue. Organise des tournées, on joue. Fait que je suis contente que vous me voyiez dans cet état et de le partager avec vous. Très, très naturel. Oui, elle lève son verre d'eau à votre santé. Brigitte Poupard, on s'est lancé en parlant de... Tiens, je pense que je vais lui poser à elle la question parce qu'elle s'est retrouvée à la frontière des deux souvent. Absolument. Tout à l'heure, on a soulevé la question, est-ce que, d'après vous, le public veut encore d'abord et avant tout se faire raconter des histoires ou veut de plus en plus participer, interagir, être immergé? Les deux. C'est-à-dire que maintenant, un va plus sans l'autre. Les gens veulent vivre des expériences et veulent aussi se faire raconter des histoires. C'est-à-dire que si on fait juste faire des expériences, les gens sortent puis ils font « mais encore ». Oui, c'était le fun, mais c'est un peu gadget. Alors que si on fait que de raconter des histoires, les gens font « ah, un peu boring ». Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu, en fait, entre... et pour moi, c'est vraiment une nouvelle écriture. Et je trouve ça super fascinant. Puis il faut être de son temps. Moi, je trouve ça excitant, je trouve ça inspirant. Je trouve qu'on est rendu là. Et pourquoi pas? Il faut faire exploser le quatrième mur. Il faut travailler l'immersif. Il faut amener les gens dans une expérience intelligente, sensorielle, qui fait appel à plein de choses, à l'émotion, à notre intelligence, à nos références. Donc, oui, raconter des histoires dans des formes différentes et dans des écritures différentes. Moi, qui empruntent à plein de médiums aussi, qui empruntent au cinéma, à la musique, à la danse, au multimédia. J'entends ça, puis j'ai l'impression de l'entendre décrire le spectacle jusqu'à ce que je meure. Jusqu'à ce qu'on meure. Oui. C'est tout récent là, dans votre production. C'était à l'Arsenal l'automne dernier. Oui. Et qu'est-ce que c'était justement le but de Jusqu'à ce qu'on meure? Bien, en fait, c'est que les gens choisissent aussi... on raconte une histoire qui a une forme narrative un peu conventionnelle, c'est-à-dire avec un début, un milieu, une fin. Mais l'histoire se raconte à l'envers. Donc, quand on arrive dans le lieu, on arrive trop tard. On arrive devant une catastrophe qui a eu lieu et tout est arrêté. Donc, tout flotte, tout est arrêté comme un arrêt sur image. Et quand la musique commence, on revit à rebours ce qui est arrivé, qui a précédé la catastrophe. Et le décor est explosé. Donc, un peu aussi, c'est une allégorie aussi de cette catastrophe. Donc, les gens se promènent, il y a des morceaux de décor un peu partout, comme si on prenait la salle ici. Il y a des bouts de décor à l'autre extrémité. Donc, les gens doivent se promener et aller voir d'une place à l'autre. Donc, souvent, il y a des scènes en parallèle. Donc, les gens sont obligés de choisir quelle version de l'histoire ils veulent, comment ils veulent construire cette histoire-là, même si elle est à rebours. Donc, il y a une construction narrative plus conventionnelle qui est une structure forte, mais à travers ça, on peut décider de suivre cette trajectoire-là de façon différente. Donc, il n'y a personne qui vit l'histoire de la même façon et c'est un peu unique aussi parce que si on choisit d'aller voir cette scène-là plutôt que la scène de l'autre côté, bien, on n'a pas le même parcours que l'autre personne. Et des fois, il y a des scènes parallèles, donc des fois, il y a des scènes, il y a 3 scènes en même temps. Des fois, il y a une seule scène qui est comme ça, des points d'orgue pour nous rattacher à la structure, la grande structure qui nous amène à la fin. Il y a des points d'orgue à certains moments. Donc, c'est vraiment...
C'est vraiment intéressant parce qu'il y a des gens qui vont au sortir du spectacle dire est-ce que tu as vu la fille dans le bassin d'eau? Non. Mais moi, j'ai vu le gars derrière. Ah bon? Moi, je me suis fait amener derrière le décor pour vivre une expérience 1 à 1 avec un personnage. Je vois Sandra là, réagir. C'est exactement le genre de choses que vous faites, mais de manière plus virtuelle, Sandra? Oui, mais j'avais aussi envie de dire tout à l'heure pourquoi choisir entre les deux. Parce qu'en fait, on nous dit, est-ce qu'on raconte une histoire, est-ce qu'on participe à une histoire? Puis c'est pas juste d'aujourd'hui avec les nouveaux médias qu'on fait ça. Cette espèce d'envie-là, l'hyper-personnalisation des contenus, je pense que ça, c'est le gadget. On nous l'a vendu beaucoup avec les technologies. On peut vraiment fragmenter, personnaliser les contenus. Donc, il faut que ça nous ressemble, que ce soit nous. Je connais personne qui se connaît parfaitement bien et qui connaît parfaitement ses choix. Puis si on finit par trop bien se connaître, on perd toute notre capacité à la curiosité et à la sérendipité, la capacité de tomber par hasard sur quelque chose et de faire des liens. Cette capacité-là de mélanger la curiosité avec un contenu, tu viens de nommer des points de référence communs. Donc, donner à la fois des points de référence communs, revisiter les points de référence avec une conception de multiples manières de les vivre, ça me fait penser à les débuts du Technicolor. On faisait des écrans gigantesques avec plein de scènes vraiment filmées de très loin. Si on était à gauche de l'écran, on n'avait pas la même expérience que si on était à droite de l'écran. Des scènes de spaghetti western où justement on jouait sur ces différents niveaux de pan pour que peu importe où est-ce qu'on soit dans la salle, on ait une expérience commune mais différente. C'est encore un rêve qui existe. On a l'impression que parfois on compare les nouveaux médias à quelque chose campé dans l'histoire depuis les années 50. Mais notre manière de raconter des histoires, elle existe depuis beaucoup plus avant un écran ou une télévision. Fort heureusement, donc je vois oui, c'est sûr. Et cette manière de raconter là des histoires, elle interpelle un public, il y a une relation avec un moment présent. Ouais. Ça, je trouve que c'est ce que cet éclatement-là du médium permet de donner. Puis je faisais souvent l'analogie avec parce que j'ai touché aussi aux arts numériques. Puis ce qui est formidable, c'est que ça me rappelle les cavernes qu'on faisait, les hiéroglyphes qu'on faisait dans les cavernes. On les regardait partout en 360 et au-dessus de nous, Je pensais à la même chose en écoutant, parce que je me rappelle les perspectives. Il peut y avoir un animal dont le ventre est grossi par un bout de roche, puis tout d'un coup, une main. Alors, c'était très éclaté comme ça, effectivement. Oui. On a oublié qu'on a réduit ces formes-là en carré, en rectangle, pour pouvoir les vendre, pour qu'ils se transportent mieux, pour pouvoir... mais que ça voyage, mais... Je veux dire, on revient à ces formes-là et notre cerveau est capable de comprendre ça. Là, de retour dans la caverne, c'est pas peu dire, pour aller vers le futur. Là, je surveille Pierre-Olivier et Juliane, puis je les vois pensifs parce que eux se préoccupent du public. Alors, comment maintenant, parce que je cherchais les critères ou enfin les raisons pour lesquelles les gens disent ne pas aller à un spectacle Pierre-Olivier Serre. Pouvez-vous nous les redire les principaux obstacles à la fréquentation? De mémoire, comme ça? Bien, je peux vous les dire. Quand on pose la question aux gens, pourquoi ils ne vont pas voir plus de spectacles? Et il y a quand même une petite un préambule à avoir. Il y a quand même un tiers des gens qui ne vont jamais voir de spectacle. Et le premier critère, c'est le manque d'intérêt. Exactement. Bon, ils ont le droit. C'est ça, il n'y a pas d'intérêt. Le premier critère que les gens donnent tous, c'est parce que ça coûte trop cher. Ah! Sauf que quand on fait des analyses, on s'aperçoit que c'est pas ça qui les motive. Quel que soit le niveau de fréquentation, ils vont toujours dire que ça coûte trop cher. Mais dans les faits, quand on peut faire des analyses statistiques pour mieux comprendre ce qui les motive. Et dans les faits, le premier critère, c'est le manque d'intérêt. Le manque d'intérêt. Le deuxième, les problèmes de santé. On peut passer vite. Le troisième, le manque de temps. Oui, ça, c'est très important. On sait à quel point c'est subjectif. Parce que le manque de temps, là, c'est la deuxième ressource rare. Ça devient même la première ressource rare. Voir un spectacle, c'est pas rien, là. C'est se déplacer, c'est planifier une sortie avec une autre personne, parce que c'est une expérience sociale, hein. C'est pas rien, un spectacle. C'est pas tout seul, hein, avec son VR ou... Non. Un spectacle, on sort avec des amis, on sort en couple. Donc, il y a toute une préparation à faire. Puis on y va. Matériellement, il faut se déplacer. On passe du temps. On trouve ça plus ou moins agréable. On repart.
on en discute avec d'autres. C'est tout ça, la sortie du spectacle. Donc, c'est pour ça que, par exemple, l'expérience virtuelle, tout seul, ça n'a pas donné tellement de résultats. C'est oublier que l'expérience de sortie du spectacle, c'est avant tout une sortie sociale. Et donc, la télévision, une projection, ça n'a pas ça. Peut-être qu'il y aura d'autres langages à développer qui vont arriver. Mais je soulignais que le manque de temps, c'est bien subjectif, parce que le même couple peut passer une soirée à regarder 3 épisodes d'une série, puis va avoir consacré le même temps. Là. Ça devient un choix de vie, de se mobiliser, puis de sortir. Et on va continuer, parce que ça va amener des questions, et pour les artistes, et pour Juliane de Rideau. On continue la liste. La préférence pour d'autres activités de loisirs. Oui, parce qu'il faut savoir que plus les gens sont actifs culturellement, plus ils sont actifs généralement. Ah, d'accord. Donc, plus ils vont faire d'activités sociales, avec des amis, des activités sportives. Donc, la concurrence au niveau du temps va être d'autant plus forte. Ah bon? C'est les mêmes gens qui font tout ça? Oui. D'accord. Qui viennent, par exemple, ils ont du temps et c'est quand même un peu contradictoire. Ceux qui en font le plus, qui ont la vie la plus active, sont ceux qui sortent le plus aussi. Donc, il y a un facteur multiplicateur de temps chez quelqu'un, là, parce que... C'est pour ça que je disais que le temps, c'est bien subjectif. Ceux qui sortent moins ont plus de temps, mais c'est pas eux qu'on retrouve dans nos salles. Et la 5e raison, invoquée dans l'ordre, et c'est là qu'on revient peut-être à ce... Je voyais Sandra puis Brigitte complètement emballées. Le caractère élitiste des spectacles. Ça aussi, c'est hautement subjectif. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça veut dire qu'on communique mal ce que les spectacles sont? Oui, mais ceux qui disent, qui affirment que le caractère élitiste les amène à moins fréquenter, ce sont aussi ceux qui fréquentent le plus. Ah bon? Oui. Donc, ça veut dire qu'ils sont d'autant plus critiques par rapport à ce qu'on leur offre, ils sont d'autant plus éduqués, ils sont d'autant plus réactifs. Mais il ne faudrait pas croire que le caractère élitiste au Québec prive les personnes de fréquenter du spectacle. Alors justement, pour éclaircir les choses, ce n'est pas les gens qui ont dit en premier lieu manque d'intérêt qui vont dire c'est trop élitiste. Il n'y a pas une corrélation de ce côté-là. Non, ce n'est pas le cas. C'est intéressant, d'accord. Alors, Juliane, sachant tout ça, vous avez sûrement dû feuilleter cette étude comme moi avec intérêt. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut que, justement, que les gens continuent ou recommencent ou commencent, pour ceux qui l'ont très peu fait dans leur vie, qui s'intéressent à nos salles puis à ce qui s'y passe? Je pense que si j'avais la réponse, je pourrais la monétiser. Il y a bien des gens qui aimeraient l'avoir. C'est de multiples facteurs. C'est sûr qu'au cœur du travail du diffuseur, donc qui sont nos membres, il y a cette préoccupation constante-là de développer les publics, de les intéresser, de les bien connaître. Il y a des nouveaux outils. Là. On est sur des thématiques numériques. Donc, les outils numériques aujourd'hui de croisement de données, nos cellulaires et tout ça nous amènent d'autres manières de communiquer notre offre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement là, pour un diffuseur multidisciplinaire de Trois-Rivières ou de Saint-Jérôme, là, le croisement de données? Bien, ça voudrait dire qu'il va savoir d'abord qui va voir quel spectacle, ils ont quel âge, dans quelle proportion. Il est capable d'identifier le bassin de population qui va fréquenter son lieu, sont à combien de kilomètres, avec évidemment les croisements de données de codes postaux. Il va être plus fin aussi, puis c'est intéressant de le voir. Je fais le parallèle avec l'étude de Pierre-Olivier du GTFAS qui croise des données avec quelle clientèle s'intéresse, par exemple, à tel spectacle, sont aussi portés à acheter des spectacles de cette discipline-là et de cette autre. Bon, alors, il y a des effets multiplicateurs. Si vous aimez, vous aimerez. Ben, oui, il y a un peu ça. Hein? On vit dans cet univers-là d'algorithmes là, qui nous bombardent de « vous avez aimé telle vidéo, vous allez en voir la semaine prochaine beaucoup, beaucoup ». Là. Donc, on ne dit pas que nécessairement le chemin n'est pas aussi simple et facile. Il ne s'agit pas ici d'inventer des pastilles de couleurs pour les spectacles. Là. Dieu sait que c'est plus compliqué que ça. Mais il y a quand même des moyens plus fins de faire des croisements. Après, ben, c'est de multiples facteurs. C'est le bon spectacle, c'est la rumeur, c'est de quelle manière le diffuseur aussi va s'investir dans sa communauté, la chaleur d'un lieu, il y a tout ça. Là. Mais maintenant, je pense qu'on est... en fait, si on est encore à la remorque des manières d'il y a 10 ans ou 15 ans de faire son marketing, malheureusement, je pense qu'on risque de passer à côté de bien des publics. Là. Oui. D'accord. Juliane a parlé de la chaleur d'un lieu. Est-ce que ça se peut, je vais poser la question à Sandra et à Brigitte,
que ce soit aussi le côté étonnant d'un lieu. Brigitte, c'est arrivé que... Oui, c'est arrivé souvent. Ben oui. C'est arrivé souvent. Mais ça serait long, mais j'aurais le goût de répondre ici à plein de trucs qui ont été dits. Mais on est là pour ça. Mais c'est juste que moi, je trouve que, justement, le problème commence au moment où on appelle un public une clientèle. Moi, je pense qu'il y a un problème. C'est de la façon, effectivement, dont on parle de quelque chose et qui n'ont pas s'adresser à vendre un produit et vendre quelque chose, mais développer la curiosité. Et peut-être que l'intérêt, le manque d'intérêt, il est là parce qu'on vend des spectacles comme on vend des chaussures. Donc, à un moment donné, c'est sûr qu'on est sollicité par plein de choses et on a perdu cette unicité-là, cette curiosité-là. Donc, le développement de public, c'est pas juste, justement, selon moi, des données croisées, mais convaincre des gens... Il faudrait pas penser que c'est ce que je veux dire. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais donner l'envie, par exemple, à des enfants vite de vouloir aller visiter des lieux. Ça, c'est un projet de société. Là. Complètement. C'est pas le diffuseur de Saint-Jérôme dont je parlais qui peut faire ça tout seul. Absolument, on est d'accord là-dessus. Non, j'avais juste envie de répondre à ça. Le problème, il est plus large que ça. Mais ils font du développement public dans le sens de développer des curiosités chez leur public de différents âges, que ce soit les enfants, que ce soit il y a plein d'activités, même que les diffuseurs offrent de plus en plus pour donner des clés de compréhension, pour amener le public dans leur salle à apprécier des façons de rentrer en communication, en contact avec les œuvres qui sont présentées. Là, tantôt, on a parlé de données numériques, c'est une chose, c'est du marketing, il y a cet aspect-là. Malheureusement, l'art, il faut le vendre aussi, les tickets. Tu sais, quand tu fais ton budget, puis il faut que tu vendes ta salle, tu sais combien de tickets il faut que tu vendes pour rentabiliser, tu sais. Malheureusement, ça existe aussi. Mais il y a du vrai développement de public. Puis je suis d'accord que c'est un projet de société. On en parlait avec Pierre David tout à l'heure. Donner davantage... Non, mais parce que quand je dis tantôt, tu as parlé des jeunes il y a quelques minutes. Là. Oui, c'est juste qu'il s'appelle Pierre-Olivier. J'ai dit Pierre David. Oui, c'est ça. C'est pas grave. C'est juste pour expliquer le petit flottement. Pierre-Olivier. Il s'est moins reconnu. Excuse-moi, Pierre-Olivier. Il parlait de développer la sortie culturelle chez les jeunes, leur donner tout de suite l'envie d'aller voir des spectacles. Tu sais, c'est pas très sorcier. Ça a un effet direct sur la fréquentation. C'est très intéressant dans nos données qu'on a ressorties de voir que c'est pas d'avoir pratiqué un art quand on est enfant qui nous amène dans les salles de spectacle, c'est d'avoir assisté à des spectacles quand on était petit. Alors ça, c'est très... On n'est pas nécessairement dans des hautes sphères numériques, là. Mais oui, ça, c'est un projet de société. Là, ça, on est dans un autre débat. Oui. Ça, c'est même dans les hautes sphères numériques, on mentionnait tout à l'heure l'isolation des casques de réalité virtuelle. Justement, une des fausses promesses, ou pas nécessairement une des fausses promesses, mais une des fausses ambitions, il y a peut-être 10 ans, c'était on va s'assurer que chaque personne a un casque à la maison, comme si on voulait tout de suite que la réalité virtuelle devienne la télévision. Mais dans les vrais faits, ce qui s'est développé, c'est des lieux d'exposition. Je le mentionnais tout à l'heure, mais des lieux d'exposition, les gens vont collectivement, en groupe, en famille, ils s'achètent un billet, ils passent l'après-midi à regarder Brigitte Poupard qui présentait au Centre-Phi. Ils vont voir des expositions, on leur permet de laisser une trace, parler de ce qu'ils ont vécu. Il y a toute cette compréhension-là aussi de ce que peuvent amener les nouveaux médias, qui parfois est escamoté parce qu'on associe l'outil. Alors que, dans le fond, l'outil, c'est une manière de raconter. Mais l'envie d'être ensemble existe. Sandra, ça m'a beaucoup frappé que le cours que vous donnez au MIT, on parle dans le descriptif de conception centrée sur l'humain. Oui, j'adore. Alors que c'est un cours en production de réalité virtuelle et immersive. Pourquoi il a été formulé comme ça? Parce que ce qui nous permet d'avoir tout ce qu'on vend avec les médias émergents, c'est surtout la capacité de présence, la capacité d'immersion, pouvoir avoir un casque, mais avoir l'impression qu'on est physiquement présent sans avoir la nausée que peut provoquer le casque. Mais souvent, on oublie que ce qui nous permet de ne pas avoir de la nausée, c'est bouger son corps dans l'espace. On oublie que les notions de proprioception, 70% de la proprioception, elle est dans nos muscles, dans notre corps. Encore une fois, utiliser le corps dans l'espace, ça permet d'éviter un paquet de problèmes, mais la capacité de présence, à la limite, on enlève tout. On met juste un casque avec de la noirceur dedans, mais du très bon son qui nous raconte une belle histoire et les gens se sentent complètement immergés tout à coup dans cette expérience-là. Donc, j'arrête pas d'essayer de ramener les personnes qui s'intéressent à ces médias-là à se rappeler que notre corps et notre cerveau ont des capacités de remplir les vides.
Donc, 24 images qu'on nous présente en projection, on fait un mouvement continu, on y croit. D'être dans un espace où on nous fait entendre des sons, nous fait nous concentrer sur des moments de notre corps dans l'espace, on y croit. Tout à coup, les prouesses technologiques deviennent secondaires. Notre capacité de raconter des histoires, c'est comment on utilise le son, le corps, le niveau d'attention, les niveaux d'attention, parce que différentes personnes peuvent vivre différentes choses, comme tu nous l'expliquais tout à l'heure. C'est cette capacité-là d'utiliser différents sens du corps humain et de bien jouer avec qui amène le public à s'intéresser au contenu. Et là, on peut leur faire n'importe quoi. Et on peut leur faire n'importe quoi, n'importe où? Ou ça prend des lieux dédiés, des lieux spécialisés? Bien, en fait, j'essayais de faire un pont un peu bâclé parce que une des expériences sur lesquelles je travaille en ce moment, je travaille avec un chorégraphe. Le besoin et la nécessité, des fois, sur la mer de l'invention. Dans ce cas-là, c'était vraiment ça. On était en pleine pandémie. On voulait travailler ensemble. Moi, je voulais faire un projet où le corps devienne le moyen de storytelling principal, l'outil principal pour raconter une histoire. Lui se demandait quel serait l'avenir de la danse dans un moment où on ne savait pas si on allait sortir un jour de la pandémie. Puis en travaillant ensemble, on s'est rendu compte qu'on faisait une expérience où, par le mouvement, on danse sur le sacre du printemps. On essaye de démocratiser cet outil-là. On a eu la chance de présenter un prototype à South by Southwest. Et ce qui m'a étonnée, c'est d'avoir des gens qui disent « C'est fou, hein, j'ai fait de la musique classique et j'ai oublié que je dansais sur le sacre du printemps. » Donc, pour nous, c'est une manière d'amener deux publics complètement séparés dans un même lieu, des gens qui ont envie de faire une expérience où leur corps change l'histoire. Ils sont fascinés par la technologie et la nouveauté du médium, mais tout à coup, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de danser avec une danseuse professionnelle sur le sacre du printemps, puis ils trouvent que c'est une expérience extraordinaire. Puis là, tu te dis, et c'était le sacre du printemps. Ils n'ont pas fait le lien entre les deux. On se disait, c'est une manière peut-être d'amener des publics à vivre des musiques, à vivre des spectacles d'une manière qu'ils ne l'imaginaient pas avant. Est-ce que les diffuseurs, peu à peu, Juliane Richard, pourraient développer une offre carrément de ce genre d'expérience? Est-ce qu'il y a un intérêt, une curiosité? Il y a nécessairement un intérêt, une curiosité, puis c'est un peu la question que j'avais moi-même, en fait, en écoutant ces expériences-là qui sont riches, qui sont intéressantes, novatrices, qui amènent le spectateur, bon, tout ce qu'on a dit, de réfléchir aussi comment ces spectacles-là vont pouvoir se rendre dans nos lieux de diffusion. Oui. Parce que c'est une réelle question. On a beaucoup d'expériences de ce type-là qui se tiennent dans un environnement plus urbain, plus montréalais, dans des lieux particuliers. Mais si on sort un peu de la région métropolitaine, on arrive quand même avec des salles qui sont relativement plus conventionnelles. Comment on peut réussir aussi à amener ce public-là des régions à goûter ces expériences numériques-là, sensorielles, différentes? Et il y en a quelques-unes, mais ça reste de plus petites expériences, de plus petites créations. Au niveau du spectacle, par exemple, de Brigitte et tout ça, je me pose encore la question de la capacité de la circulation de tout ça. Ouais. Est-ce que ça pourra aller dans les lieux qui sont des salles plus traditionnelles? Je ne sais pas, mais il faudrait y réfléchir. Est-ce que pour vous, c'est clair qu'il y a un obstacle qui est lié à la circulation de ce genre de projet-là? Absolument, absolument, absolument. Il n'y a pas... Encore là, je reviens, mais c'est peut-être un projet de société aussi, là. Mais je trouve que la diffusion au Québec, elle est malmenée. C'est-à-dire que les spectacles de théâtre tournent très, très peu. Comparé à quand moi, je suis sortie du conservatoire dans le début des années 90, on tournait au Québec. On ne tourne plus au Québec. Donc, à part la musique et l'humour, le reste... ça ne se rend pas. Je suis curieuse d'entendre Pierre-Olivier Serre, parce que tout à l'heure, avant l'entretien, il s'objectait un peu à cette idée-là. Il trouve qu'on a quand même un milieu qui est assez organisé. On a un milieu organisé qui a ses lacunes, qui a ses défis économiques notamment. Mais si on se compare, on se console. Si on se compare au reste du Canada, on est largement plus en avance. Si on se compare aux États-Unis, c'est le cas. Et même quand on commence à se comparer en Europe, et c'est toujours difficile de faire des comparaisons internationales, le niveau de fréquentation est beaucoup plus élevé, et souvent beaucoup plus élevé au Québec que sur des territoires où il y a autant de personnes. C'est-à-dire, il faut comparer au nombre d'habitants à l'échelle. Oui. Je veux dire, le Québec, c'est la population d'un lander ou d'une région en France. Là, c'est pas gros là. Et quand prenons l'exemple du théâtre de création, là, proportionnellement, on consomme plus de théâtre de création et de loin au Québec que c'est le cas en France, par exemple. Et la diffusion, même si elle a ses lacunes,
on a une série de salles, on a des diffuseurs professionnels, on a des lieux professionnels. Je ne sais pas si vous allez à Mont-Laurier, aller voir l'Espace Théâtre. C'est une salle merveilleuse, c'est une des plus belles salles du Québec. On aimerait ça avoir ça à Montréal en termes de capacité. Il y a une politique de la diffusion qui a été développée en 96, qui n'a pas tellement été revue depuis, mais on a des résultats. La plupart des Québécois sont à une demi-heure d'un lieu de spectacle. Donc, ça pourrait être pire. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire aussi. C'est ça que j'entends. Oui. Mais qu'est-ce qui pourrait... Est-ce que quand vous avez sondé 6 000 Québécois, vous avez eu une idée de la répartition géographique? Qu'est-ce que les gens signalent, justement? Plus on s'éloigne des centres urbains, est-ce qu'ils se plaignent d'un manque d'offres? On n'a pas posé directement cette question de la frustration par rapport à l'offre. Ce que l'on voit, c'est que le taux de fréquentation est guère différent des grands centres en région au Québec. Il est un peu inférieur, mais pas en pourcentage, en nombre de spectacles vus. Donc, pas pour toutes les disciplines, parce qu'évidemment, toutes les disciplines ne sont pas offertes à l'échelle du territoire, mais globalement, les chiffres ne sont pas si différents. Puis, par exemple, on parle toujours de Montréal, mais on parle de quoi? Des arrondissements centraux de Montréal qui fournissent l'essentiel des publics. Si on s'en va, je ne sais pas moi, à Anjou, on tombe rapidement avec des taux de fréquentation qui sont beaucoup plus faibles. Donc, c'est aussi un des constats malheureux de notre étude, c'est qu'il y a, et puis je ne dis pas ça pour les gens qui sont dans la salle, il y a un peu un entre-nous dans le milieu culturel. C'est-à-dire qu'on a tendance à projeter notre réalité sur l'ensemble de la société québécoise. Mais dans les faits, les gens qui fréquentent le spectacle, ce n'est pas beaucoup de monde, que ça soit en région ou à Montréal. C'est intéressant, c'est dur à entendre, mais Brigitte, vous êtes un peu consciente de ça, qu'il y a un genre d'entre nous, là, qu'il y a un genre de public qui va courir des spectacles comme les vôtres, mais qu'il y a aussi un tas de gens qui sont ce qu'on appelle du non-public? Oui, mais c'est... Ouf, on rentre dans quelque chose, là. Moi, je veux dire, on l'a vu, nous, la différence, là, comme je disais. Moi, j'ai tourné beaucoup de spectacles en région, là, au Québec. Avec votre groupe France-Théâtre? Pas juste avec mon groupe, avec plein de spectacles. Et du jour au lendemain, c'était terminé. Parce que ça coûte trop cher amener des acteurs en région. Parce que le transport des décors, parce que le transport du monde, parce que ça coûte moins cher amener un humoriste dans une salle. Parce que c'est ça la réalité. Fait que je comprends l'étude, mais moi, je le vis sur le terrain. On ne tourne plus. On fait des spectacles qui restent dans les grands centres. On fait Montréal-Québec. Et c'est tout. Et puis encore, il y a bien des spectacles qui ne se rendent même pas à Québec, et des spectacles de Québec qui ne viennent pas à Montréal. C'est une réalité. Donc, je veux dire, moi, je sais que je fais un spectacle comme le mien, et en ce moment, il est vendu en Europe. Ah oui, jusqu'à ce qu'on meure sans vendre en Europe. Oui, là. mais ici, on oublie ça. Je vais aller au Carrefour au printemps. À Québec, tout. donc. Oui. Et c'est tout. Mais ça ne tournera pas au Québec, là. Ça, moi, j'étais bien consciente, là. Oui. J'ai présenté quelque chose au Centre Phi. On parlait de lieu tantôt. C'était formidable parce que le lieu, tout est conçu pour accueillir quelqu'un et le prendre par la main et l'amener découvrir des expériences. Donc, on le sait. On a quelqu'un qui rentre au Centre Phi par curiosité. On en a vu des gens qui n'étaient jamais allés, puis qui découvrent, mais ils n'ont pas peur, ils se font prendre par la main, ils vont découvrir des expériences. Le location base, maintenant ce qu'on appelle le location base pour la réalité virtuelle, ça excite les gens parce qu'ils vont dans des décors, essayer des trucs. Donc, encore, l'expérience est au rendez-vous avec des histoires. Je pense que ça pourrait très bien aussi voyager au Québec dans des salles. Ça ne demande pas des infrastructures énormes, mais après ça, c'est une question de volonté. Ouais. C'est vraiment une question de volonté. Puis c'est sûr que le territoire est grand, donc il faut y penser voyager là, au Québec. Là, je voyais Juliane réagir, puis Pierre-Olivier voulait réagir aussi. Juliane, peut-être? J'abonde complètement là, dans le sens de Brigitte. La circulation des œuvres au Québec est un problème qui ne fait qu'empirer. Je t'annonce pas des bonnes nouvelles là. Peut-être je sors d'une réunion, ça a été ça notre sujet de discussion. Nous n'avons plus les moyens de faire circuler les œuvres au Québec. Et depuis la pandémie, c'est encore plus vrai, là, toute discipline confondue. Parce que les frais ont augmenté beaucoup. Oui, exactement. Puis ce qui me fait peur quand même, c'est de voir que
le Québec est grand, c'est un immense territoire. On a à se poser cette question-là de l'occupation de nos territoires. On a des lieux extraordinaires qu'on a construits partout au Québec qui sont excessivement bien équipés pour des équipements de qualité. On n'a plus les moyens. Il n'y a même plus d'avions pour se rendre à cette île. C'est pas compliqué, là. Mais c'est à ce point-là. Et aussi, je me posais la question de ces expériences-là qu'on a dans notre proximité montréalaise la chance de vivre, de découvrir. Il faut qu'elles se rendent en région parce qu'on est en train de créer 2 classes de société, là. Il y a ce qui se fait à Montréal, puis l'art montréalais, puis les gens qui le fréquentent, puis dans une certaine mesure, et il y a ce qui va se faire dans le reste du Québec. On ne peut pas continuer comme ça. Je veux dire, je pense que, mais là, on l'a dit, c'est une réflexion collective, c'est une réflexion... Oui. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre culture, là? Tu sais, rendu là, c'est une très grande question. Puis, mais à la raison, ne peuvent pas tout régler avec le numérique. C'est pas vrai que parce qu'on va streamer la pièce de théâtre, on a réglé le problème de la diffusion au Québec. Non, il faut vivre l'expérience. Ça, on l'a vu, d'ailleurs. Depuis le début de cette conversation-là, on l'a vu avec la pandémie. On a essayé ce modèle-là, puis à ma connaissance, il n'y a personne qui a... Parce que sur le coup, au début de la pandémie, on disait, c'est là pour rester, la diffusion de spectacles en ligne. C'est un peu mort, Juliane, hein? Oh, ça n'a pas créé. En fait, il y a eu vraiment une grande peur, là, à un moment où peut-être on avait plus d'appréhension et moins de connaissance de ce qu'on pourrait offrir comme diffusion et tout. Je dois avouer, là, les membres, les diffuseurs avaient quand même un peu plus d'appréhension, mais on a été forcés de faire un apprentissage grand V là, avec la pandémie, puis on a bien vu qu'il n'y avait pas tant d'intérêt à prendre quelque chose de vivant qui vient de la scène et à le projeter ou à le capter pour le remettre sur nos écrans. Par contre, on va essayer de terminer sur une note plus... Bien, il y a Pierre-Olivier qui voulait parler, puis après, je donnerai la parole à Sandra. Oui. Je voulais dire un peu, il faut garder les choses... Pour les publics, on vit une ère d'abondance. On a des nouvelles propositions, c'est incroyable. Puis pour les créateurs, il y a des nouveaux potentiels, mais c'est l'interface qui pose problème. Il faut développer des nouveaux langages. Ça, alors justement, on va se retourner vers elle. C'est elle qui va régler tous nos problèmes. Alors, non, mais moi, je voudrais quand même insister... L'autre, il faut développer des nouveaux modèles d'affaires. Parce que c'est ça le vrai défi. Alors, qu'est-ce que c'est un modèle d'affaires? Parce que un modèle d'affaires, c'est que Brigitte fait signe que oui, alors qu'elle n'aimait pas le mot clientèle tout à l'heure. Mais Brigitte, ce serait quoi un nouveau modèle d'affaires? En fait, le modèle d'affaires, c'est qu'on a investi beaucoup dans de l'infrastructure au Québec, des lieux. Là, il faut les chauffer, il faut les entretenir, ces lieux-là. Mais on a peu investi dans les humains qu'il faut mettre dans ces lieux-là. Là, on le voit avec la pénurie de main-d'œuvre. On le voit, là, que, je veux dire, les gens s'en vont, là. Les gens, je veux dire, ça tombe comme des mouches, là. On ne peut plus fournir. Donc, ça, pour moi, il est là à développer le modèle, ce qu'on parle de modèle d'affaires, c'est comment on amène les gens. Il faut faire vivre ces lieux-là. Ces lieux-là sont fermés à moitié du temps, ou alors on met un grand rideau dans le milieu parce qu'on n'est pas capable de les remplir, ou on fait venir les gens... Il faut faire vivre ces lieux-là tout le temps. Il faut ouvrir les portes à ces lieux-là pour offrir, par exemple, à des compagnies de création, à des jeunes créateurs, le luxe d'aller répéter là, d'aller créer là, d'aller réfléchir là. C'est des lieux où on devrait se rencontrer et réfléchir et discuter ensemble. Intéressant, ça. Même des artistes de la région qui pourraient se les approprier un peu plus. Mais là, c'est comme il faut avoir les moyens d'aller dans ces théâtres-là, de les louer pour pouvoir aller faire un spectacle. On n'a pas les moyens. C'est ça le problème. C'est absurde. On finance, on subventionne des artistes pour créer des spectacles et ces artistes-là n'ont pas les moyens d'aller les diffuser dans des salles qui sont déjà subventionnées, qui existent déjà. Je veux dire, on a un problème, là. J'allais dire, moi, je suis une éternelle optimiste, puis ceci dit, Brigitte aussi. Je te connais assez pour savoir que toi aussi, tu es une éternelle optimiste. Est-ce que je continue? Mais j'allais dire, je vais vous donner une mauvaise nouvelle qui va ouvrir des portes à autre chose. Moi, ce que j'entends, c'est des choses qu'on entend aussi beaucoup dans le milieu de la création numérique. Donc, dans la création numérique, ça tourne difficilement. Mon Dieu, que ça coûte cher faire tourner des expériences de réalité virtuelle in situ, donc le location-based, qui viennent avec une mise en scène, des décors, de la scéno, les casques. C'est contrairement au cinéma, il faut qu'on amène nos cinémas, nos chaises, nos écrans. C'est vraiment comme si on recréait un milieu au complet. Le plateau de tournage. On amène le plateau de tournage et l'espace de diffusion. Donc, il faut le créer à chaque fois. Ça coûte tellement cher. Mon Dieu, que ça tourne mal. Ceci dit, la vision optimiste que j'ai, c'est que j'ai vu des expériences comme Smartphone Orchestra, où on nous demandait de sortir nos téléphones dans une salle tout à fait anodine, et avec notre connexion, on créait tous ensemble un événement communal de musique. Peut-être que ça ne dure pas 1h30, c'est pas grave. Ce que j'ai retenu, c'était
Les premières personnes, c'est pas le fait d'avoir fait un art vivant dans sa jeunesse qui nous amène à l'art vivant, c'est le fait d'en l'avoir expérimenté. C'est la même chose avec le milieu du numérique. C'est d'en avoir expérimenté et d'en avoir fait l'expérience qui nous donne l'envie d'en voir plus. Il y a peut-être moyen d'inviter des créateurs, que ce soit aussi des créateurs numériques, dans des espaces de théâtre traditionnels et les voir faire avec le lieu. Et avec du low-tech, là, avec des choses simples, mais des qui choses créent simples, une nouvelle qui connexion entre les humains. Une nouvelle manière de se connecter avec tous ces appareils auxquels on est connecté au quotidien, qui font partie de notre vie d'aujourd'hui. C'est pas l'avenir, là. Je vous parle de réalité virtuelle, mais vos téléphones dans votre poche en ce moment, l'intelligence artificielle, c'est pas demain, on l'utilise depuis 5 ans. Les nouveaux gadgets qui sortent d'intelligence artificielle font du pouce sur ce qu'on a déjà développé il y a 10 ans. Donc, vous avez toutes ces technologies-là à portée de main. On a des créateurs qui ont des histoires à raconter et il y a des lieux de diffusion. Et ces trois pôles-là ne se parlent pas. Mon grand optimisme, c'est que j'entends les mêmes problèmes, mais j'ai aussi confiance dans la capacité des créateurs à trouver des solutions. Mais il y en a. Il y en a déjà. Il y a des dialogues quand même qui sont là déjà. Puis je veux rassurer les gens, la moitié des lieux de diffusion ne sont pas fermés. Les lieux de diffusion ne sont pas fermés la moitié de l'année. Non, mais dans le sens que, d'avoir accès, par exemple, on l'a eu pendant la pandémie. Là, les lieux étaient fermés. Là, tout d'un coup, on pouvait aller répéter dans des espaces. Wow, c'était formidable. On avait accès à des lampes, à des systèmes, à des ça. Alors que dans la majorité des cas, c'est pas ça. Ah, tout à fait, mais heureusement, il y a des initiatives qui tendent. Le dernier, d'ailleurs, le dernier plan de diffusion du Conseil des arts et des lettres veut augmenter ce genre d'initiative-là auprès des artistes et des diffuseurs qui tendent à se rapprocher aussi des créateurs. Et c'est notre travail aussi comme créateur, c'est celui d'inspirer un public. Et moi, je trouve que, tu l'as dit tout à l'heure, j'entendais aussi la fibre qui dit, des fois, les chiffres ne sont pas là pour prouver qu'il y a un potentiel à une œuvre, il suffit de la montrer. Mais notre travail aussi, c'est de voir ces obstacles-là et de se dire, on reste des humains avec des cœurs et des cerveaux, une capacité à imaginer et une volonté de se connecter. Quand on a ces ingrédients-là ensemble, notre tâche comme créateur, c'est de trouver des manières d'inspirer, puis de trouver des manières de faire vivre des expériences. Une fois qu'on nous appuie dans cet exercice-là, je trouve que la suite va débouler. Moi, je suis confiante. Et on a réussi à garder l'art vivant depuis les cavernes. On a évoqué les cavernes tout à l'heure. Je ne peux pas croire qu'on va voir la fin de l'art vivant, qui soit uniquement basé sur 2 ou 3 humains sur une scène ou avec des dispositifs technologiques. On n'en verra pas la fin. Je vous remercie vraiment beaucoup, tous les 4. Je pense qu'on peut les applaudir. Très éloquent. Merci. Alors, Pierre-Olivier Serre, économiste de formation, cofondateur de la firme de consultation d'Aigle Serre, qui a donc mené cette étude, l'étude des publics des arts de la scène au Québec, parue en 2021. Brigitte Poupard, comédienne, cinéaste, directrice artistique, qui a fait des mises en scène remarquables avec plusieurs artistes d'envergure. Sandra Rodriguez, réalisatrice de documentaires interactifs, chercheur en technologie médiatique et chargée de cours au MIT. Et Juliane Richard, qui est la directrice générale de Rideau, l'association professionnelle des diffuseurs de spectacles. Merci beaucoup à vous qui êtes en ligne. On se donne rendez-vous pour un prochain entretien le 20 avril prochain. Il sera question de la langue française, une langue à partager. Merci beaucoup.